Depuis que je m'intéresse un peu à l'Afrique de manière générale et que m'intéresse aux conflits, je me place toujours sur une analyse économique des conflits. J'ai remarqué que, en tout cas, depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, les crises les plus importantes étaient liées étroitement à l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, pour moi, le crime économique dans le Grand Lac africain ne sont pas très loin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et de ce qui s'était passé avant au Libéria, au Sierra Leone. Pour moi, tous ces conflits ont une interconnexion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve parfois les mêmes acteurs, les mêmes vendeurs d'armes, les mêmes donneurs d'ordre, plusieurs multinationales du diamant, en tout cas du domaine d'exploitation minière et forestière, se retrouvent parfois dans ces conflits-là. J'ai commencé à analyser la situation des conflits en RDC en 2002, quand un premier rapport avait été publié par les experts de l'ONU et qu'on a épinglé plusieurs dizaines de multinationales qui étaient directement impliquées dans le financement de, de ces conflits terribles, meurtriers, qui a causé quand même quelques millions de victimes. Tout est parti de là. Je me suis demandé, mais comment ça se fait que autant de multinationales soient impliquées, nommément citées, et que rien ne se passe? Et donc, de là, j'ai commencé mes investigations. J'ai récupéré énormément des rapports internationaux, que ce soit les rapports des ONG, mais aussi les rapports des experts de l'ONU, que j'ai analysés, des rapports de plusieurs organismes et institutions internationales, notamment de l'Union européenne. Et c'est à partir de là que j'ai fait une analyse, en tout cas une lecture juridique de ce conflit-là. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'est passé là des crimes économiques. Parce que c'était criminel, ce qui se passait là. Et les enjeux de ces crimes étaient purement économiques. Et aussi l'ampleur des intervenants dans ce conflit m'avait impressionné. Il y a eu près de 9 armées régulières de pays limitrophes qui étaient impliquées dans ce conflit. Il y a eu, on a parlé en ce moment-là, il y a eu une opération importante d'une mission des Nations Unies, la MONUC à l'époque, aujourd'hui MONUSCO, qui a mobilisé là aussi près de 20 000 hommes. C'était sans précédent. Et malgré tout, ces conflits qui avaient commencé en 1997 s'éternisaient. Et donc je me suis demandé pourquoi on n'arrivait pas à trouver de solution. Et c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai vu qu'il y avait une hypocrisie internationale incroyable parce que les acteurs de ces crimes sont connus. Que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les particuliers, les individus impliqués, sont connus nommément. Mais pourquoi rien ne s'est passé ? Pourquoi ces gens, ces multinationales ne sont pas inculpés quelque part? Moi, le conflit ivoirien, il faut dire les choses, c'est d'abord un conflit de ressources naturelles. Il y a beaucoup de parallèles entre le conflit ivoirien et le conflit des Grands Lacs. On trouve cette question des ressources naturelles. De l'autre côté, c'est le cacao et le pétrole en Côte d'Ivoire et en RDC. C'est le diamant, c'est le coltan, le pétrole évidemment aussi, mais ce n'est pas le pétrole qui est au cœur d'abord de ces conflits, qui était au cœur de conflits qui a déclenché dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui s'est étendu. C'est d'abord l'or, le diamant, le coltan et aussi toute la panoplie de bois, parce qu'il y a une forêt immense
à exploiter aussi, il faut pas, on oublie souvent ça, mais ça c'est facile à exploiter, hein, il suffit de couper et hop, c'est fait. Et donc il y a un parallèle déjà sur le plan des ressources naturelles, et puis il y a les acteurs. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs multinationales qui sont présentes en RDC. On retrouve le même acteur, en tout cas des acteurs parallèles et semblables en Côte d'Ivoire. On retrouve aussi cette fibre ethnique qui avait été utilisée en RDC à un moment donné, mais qui n'a pas marché. On a parlé à l'époque de conflits de Banyamulenge, des conflits des Tutsis congolais avec leurs cousins Tutsis rwandais et burundais contre les autochtones, tout ça, et il n'en était rien. La réalité, c'est qu'il ne s'agit pas de ces conflits-là. Pourquoi? Tout simplement parce que on a remarqué qu'en RDC, par exemple, dans le conflit de Grand Lac, ceux qui prétendaient défendre les intérêts de ces ethnies-là ont contrôlé ces territoires pendant très longtemps. Eh bien, les questions ethniques n'ont pas été résolues. On retrouve la même situation en Côte d'Ivoire. Les personnes qui défendaient, soi-disant, les intérêts des musulmans du Nord ou des Dioula et autres ethnies du Nord de la Côte d'Ivoire contrôlaient le Nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour autant que le Nord de la Côte d'Ivoire était une havre de paix pendant, parce que, souvenez-vous, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'affrontement. Babo et ses hommes contrôlaient Abidjan et les Sud et une partie de la Côte d'Ivoire, et tout le Nord était contrôlé par les forces nouvelles et leurs alliés, favorables aux ethnies du Nord. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des tueries, qu'il y ait des règlements des comptes. Ça n'a pas empêché ça. Par contre, dans les deux cas, ces questions ethniques ont été présentées comme la cause de la guerre. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt qui est la question économique. Et ces parallèles, on peut les continuer. On peut les continuer parce que, évidemment, apparaît la question des âmes. Parce que derrière tout ça, il faut des âmes. Et c'est là, par exemple, que, en Côte d'Ivoire, vous avez d'un côté Laurent Gbagbo avec ses idées anti-impérialistes. Il a un discours, il a une posture qui ne plaît pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui passent très bien en France, aux États-Unis, qui ont un discours internationaliste, un discours apparemment ouvert, alors que dans le fait, il n'en était rien. Et donc, on a voulu attiser plutôt ces côtés-là, présenter ces conflits comme un conflit ethnique, alors que c'est un conflit des enjeux de contrôle et d'exploitation des ressources naturelles. Donc moi, je trouve vraiment un parallèle entre les deux systèmes, parce qu'en RDC, effectivement, on a trouvé aussi qu'il y avait des nationalistes qui défendaient avant tout la République démocratique du Congo, et puis il y avait des affidés, il y avait des personnes qui étaient des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, suscités par des pays limitrophes pour contrôler le pays. Et donc, ces questions-là se retrouvent dans les deux pays et dans les deux conflits. En Côte d'Ivoire, voilà qu'il y avait un président qui était au départ élu. Alors, qu'il ait été mal élu ou bien élu, là n'est pas le problème, il était élu. Et il y a une rébellion qui intervient. Et on ne voit pas la communauté internationale prendre position et dire qu'il faut mater cette rébellion pour légitimer ce gouvernement. Et pendant tout le temps que va durer cette situation, l'armée française qui est là va jouer un rôle trouble quand même. Et à aucun moment, d'ailleurs, on va reprocher aux rebelles d'être illégitimes. Au contraire, on reproche à Gbagbo de s'être maintenu au pouvoir pendant longtemps, sans organiser des élections. C'est inadmissible. Alors que toutes les conditions
pour organiser les élections n'étaient pas réunis. On le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde le dit. Même ceux qui disaient le contraire hier, aujourd'hui, admettent que les conditions d'organisation des élections fiables, des élections transparentes, mais surtout des élections qui pouvaient permettre l'émergence d'une force politique qui gagne de manière incontestable. Ces conditions n'étaient pas réunies. Et c'est là qu'on en arrive à l'accord de Marco VI. Tout part de là, cet accord qui va figer une situation sans imaginer une solution, une sortie de crise démocratique. Tout ce qui avait été prévu, la démobilisation de l'armée, les démantèlements de l'armement de guerre, la réintégration de militaires et des forces combattantes, rien de tout ça n'a été fait. C'est quand même incroyable pour un pays qui sort de plusieurs années de guerre de penser que ce n'est pas un problème important. Parce que à quoi ça sert d'aller vers des élections si c'est pour se retrouver quelques années plus tard encore dans une situation de conflit? Mieux vaut prendre le temps de faire correctement les choses. Alors je ne dis pas que Gbagbo avait raison dans tout ce qui se passait et qu'il avait correctement joué les jeux. C'est un jeu de pouvoir. Hein. Gbagbo, il était là, c'est un homme qui faisait la politique pour arriver au pouvoir et exercer le pouvoir. Donc voilà, il était arrivé. Donc il n'allait pas, comme ça, lâcher le pouvoir facilement. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé est inadmissible. Et que ce soit l'accord de Lusaka pour la région des Grands Lacs et les conflits de la République démocratique du Congo et l'accord de Marco VI, eh ben, ce sont deux forces rebelles qui ont été légitimées en face de gouvernements légitimes. Et c'est ça, ce processus qui ensuite a compliqué les choses et qui ont conduit, en tout cas ces deux processus, à des solutions inadaptées. Et vous remarquerez que dans tous ces accords, l'aspect économique du problème n'a jamais été traité, aussi bien à Marco VI qu'à Lusaka. Jamais. Alors que tout le monde sait que c'est là le cœur du problème. Mais jamais, à aucun moment, ces accords ne prévoient comment, concrètement, on va gérer les ressources naturelles. La place des ressources naturelles dans ces conflits-là. J'ai assisté à une conférence qui s'est tenue à l'Assemblée nationale et l'invité principal, c'était deux sénateurs américains, un sénateur et une ancienne sénatrice. C'était une ancienne conseillère de Bill Clinton, chargée de l'Afrique. Il doit s'appeler McKinney, je crois. Vous connaissez peut-être. Et lors de cette conférence, elle a déclaré quelque chose, disant à l'époque, le conflit ivoirien n'était pas encore totalement maîtrisé. Et il va faire cette déclaration en disant qu'un jour, il a été contacté par un groupe de lobbying américain lui disant qu'il y avait une personne qui s'appelait Ouattara, nous sommes en 2003, qu'il avait contacté 1 an plus tôt, en tout cas 1 ou 2 ans plus tôt, au moment juste du déclenchement du conflit ivoirien, qu'il avait contacté pour lui demander d'intervenir auprès du gouvernement américain, notamment, pour soutenir la rébellion la rébellion ivoirienne, qui venait de naître en Côte d'Ivoire. Et elle dit, elle était en pleine réunion avec de personnalités importantes, tout ça, et elle a partagé cette information-là. Une des personnes importantes, une des autorités américaines qui était présente à cette réunion, a fait cette blague en disant la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'il y a comme ressources naturelles dans ce pays?
pour que les États-Unis aillent soutenir une rébellion. Et elle a répondu en disant du cacao. Et la personne a rigolé en disant, mais attendez, on ne fait pas de la guerre pour du cacao. Il faut demander aux Japonais d'aller soutenir cette rébellion. Attends, c'est pas sérieux. Et elle va dire, et maintenant, notre source nous fait dire qu'il y a un gisement pétrolier important qui a été découvert dans ce pays. Et cette personne a ajouté en disant, là, ça change tout. Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est pour justement démontrer que la question d'exploitation des ressources naturelles, ce n'est pas une obsession personnelle, en ce qui me concerne, ni une question juste, parce que souvent quand on en parle, alors les gens disent oui, mais c'est une grille anticolonialiste de choses, on voit des colons partout. Non, c'est une réalité, tout simplement. Il n'y a aucune puissance internationale qui soutient une rébellion uniquement pour des raisons idéologiques. En tout cas, depuis les années 80, ce n'est plus le cas. Pendant la guerre froide, oui. Mais c'est terminé. Depuis la fin des années 80, c'est terminé. Et donc, Blaise Compaoré ne pouvait pas juste susciter une rébellion en Côte d'Ivoire s'il n'était pas sûr qu'il aurait un financement. Parce que le Burkina Faso n'est pas un pays très riche. Même si Blaise Compaoré lui-même, avec plusieurs décennies de pouvoir maintenant, s'est enrichi personnellement et est cité dans beaucoup d'affaires en Afrique de l'Ouest. Mais il ne pouvait pas soutenir une rébellion. Et donc oui, ces rebelles du nord de la Côte d'Ivoire, au départ, étaient soutenus de l'extérieur. D'ailleurs, quand cette rébellion a commencé, c'est lui qui aujourd'hui est devenu la figure de cette rébellion, Guillaume Soro. Il a raconté lui-même d'ailleurs, il se trouvait à Abidjan, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'était une tentative de coup d'État qui a raté ensuite, et il y a eu un repli en rébellion. Donc, c'était quelque chose de commandité de l'extérieur. On le sait aujourd'hui. On le sait aujourd'hui. Et donc, effectivement, là encore, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui s'est passé au Libéria. Cette rébellion-là était financée, on le sait aussi aujourd'hui, de l'extérieur parce qu'il y avait des mains des multinationales et des mains de forces extérieures qui étaient derrière. Alors le mécanisme, il est connu, il est le même. Hein, le multinational qui finance et qui soutient une force politique, souvent dans le pays voisin, et qui va livrer les armes pour la guerre et pour permettre de maîtriser les ressources naturelles. C'est un mécanisme, c'est un groupe d'élites. Et ce réseau d'élites est composé des hommes politiques, est composé des acteurs économiques, des multinationales, et ça va plus loin jusqu'aux vendeurs d'armes. Et voilà, et tout ça compose un réseau d'élites qui mènent ces guerres dans le but de maîtriser et exploiter les ressources naturelles. Donc il ne faut pas croire, moi je sais pas, vous personnellement, mais s'il y a encore des gens qui pensent que le conflit ivoirien c'était un conflit purement ethnique ou un conflit idéologique, eh ben, ils se trompent. C'est banalement une guerre, un conflit d'exploitation des ressources naturelles. C'est tout. On a remarqué que cette guerre en Côte d'Ivoire, quelque part au-delà d'exploitation des ressources naturelles, mais c'est le cas aussi, je peux faire le parallèle avec le Grand Lac, le conflit du Grand Lac, servait justement aussi à la manipulation des cours de bourse des ressources naturelles concernées. Pour la Côte d'Ivoire, le cacao,
Et pour la RDC, les coltans et les diamants, mais plus les coltans. Et donc, évidemment, on a bien vu que pendant la guerre, quand Babo menaçait de stopper tous les stocks de cacao, eh ben, les multinationales n'ont pas perdu d'argent, au contraire. Parce que le cours de la bourse a flambé. Donc, ils ont eu beaucoup plus d'argent pendant cette période-là qu'avant. Et donc, le conflit n'est pas du tout le conflit armé impliquant les ressources naturelles, n'est pas une mauvaise période, en tout cas pour les multinationales. C'est pareil dans ce qui se passe dans le pétrole. Hein. Quand un pays exploitant, ou en tout cas producteur de pétrole, est impliqué dans un conflit armé, les sociétés, les entreprises de pétrole se frottent les mains parce que le coût de pétrole flambe et ils engrangent plus de bénéfices. Donc, il faut comprendre que c'est un mécanisme en même temps un peu diabolique et cynique qui fait que on peut commander comme ça parfois des attaques et en tout cas une recrudescence du conflit. Ça permet de brandir une menace de stock ou de rupture de stock, pardon, de réserve, et pour la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Ça permet de réajuster le cours de la bourse, parce que ces multinationales sont cotées en bourse, et sans exploiter, sans augmenter les quantités de production, la valeur de ces matières premières sont augmentées de manière superficielle. Et donc tout ça, c'est un jeu dans lequel c'est spécialisé plusieurs multinationales. Ces multinationales elles-mêmes liées à plusieurs groupes politiques qui dirigent le pays occidentaux aujourd'hui. Au Canada, il y a des multinationales qui sont très proches directement des partis politiques de pouvoir. C'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, vous savez, les groupes de lobbying sont légaux, opèrent au vu et au su de tout le monde. Et donc, c'est aussi le cas aujourd'hui en France. D'ailleurs, durant la législature qui vient de se terminer, on a vu de groupes mythiques qui sont intervenus en Afrique. Alors, on les connaît, hein, Bolloré et autres, qui obtiennent le marché. Et donc, c'est un secret de polichinelle, c'est connu tout ça. Et donc, effectivement, il y a une conséquence économique directe de conflits armés sur les cours en bourse de matières premières concernées. À plusieurs reprises, des multinationales occidentales ont déjà demandé à ce que quand elles interviennent en dehors du pays de l'OCDE, que les règles de l'OCDE ne leur soient pas appliquées. En gros, des entreprises comme Total, et d'autres multinationales dans le domaine du bois, de mines et autres, ont déjà demandé à plusieurs reprises à ce que quand elles interviennent en Birmanie, en RDC, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OCDE, mais qu'on ne leur applique pas de règles de l'OCDE. C'est vous dire, si là ce n'est pas un aveu explicite, je ne dirais même pas implicite, si ce n'est pas un aveu clair de violation de règles économiques, j'aimerais qu'on me dise de quoi il s'agit. Lors des discussions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, avec les groupes des experts, effectivement, la Belgique, je me demande si pas le Canada aussi, avait formulé cette demande, en disant que les règles de concurrence dans ce pays-là n'étaient pas les mêmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour encore illustrer ce que je dis, je me demande si un jour
l'Union européenne, en tout cas l'OCDE, ne va pas accéder à ces demandes parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez clairement les hommes politiques européens, surtout lors des élections présidentielles, mais pas seulement, évoquer le monde des affaires, évoquer les contextes internationaux des affaires, la tendance, les discours, ce n'est plus à l'harmonisation vers le haut. C'est de dire, regardez, l'Inde et la Chine ne respectent pas les choses, pourquoi on nous impose de respecter ces règles? Ça fausse la concurrence. Aujourd'hui, les discours, c'est celui-là. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où l'Inde, la Chine interviennent sur ces terrains-là, sont aussi acteurs, aussi bien sur les terrains de mines, de pétrole, que d'autres matières premières, et sachant que ces pays-là ne sont pas forcément très respectueux des règles commerciales et économiques, la tendance, aujourd'hui, de ce discours, c'est de se dire qu'il faut harmoniser plus vers le haut, mais vers le bas, pour ne pas se laisser doubler par les Chinois. Et c'est un discours réel aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que dans le fait, c'est déjà le cas. Dans le fait, on sait que sans connexion entre les élites politiques des pays concernés, les multinationales ne peuvent pas accéder aux ressources naturelles. Ça, c'est un secret pour les enfants, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, qu'il y a une connexion évidente entre aussi bien les hommes politiques occidentaux et les hommes politiques de la plupart des pays du Sud, où il y a des ressources et des gisements importants, et les multinationales. Ça, c'est un secret de polichinelle. Par contre, ce qui est dangereux, c'est que on demande aujourd'hui à harmoniser vers le bas les règles, parce que on voit bien que les discours consistant à parler du droit de l'homme, qui devait être au cœur de tout, le droit des populations locales qui devait être respecté, ce n'est plus ces discours-là, c'est juste comment on fait pour gagner des marchés, comment on fait pour ne pas perdre du terrain face à la Chine. Et ça, je pense que aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais c'est le vrai sujet pour l'avenir. C'est le vrai sujet se trouve là. Parce que la crise ne conduit pas à s'interroger sur la dérégulation qui a conduit à la crise actuelle, en tout cas la crise qui dure depuis quelques années, 4 ans. Mais la crise est utilisée comme un instrument pour dire, vous voyez, ceux qui ne respectent pas les règles s'en tirent à bon compte, comme on dit. Et donc, si nous continuons de respecter les règles commerciales, les règles internationales, tout ça, nous allons perdre du marché. Et ça, on n'en parle pas trop, il n'y a pas trop de débat là-dessus, il n'y a pas trop encore d'analyses, de journaux, de livres là-dessus, mais c'est le vrai sujet pour les années à venir, en tout cas dans les contextes internationaux, les contextes commerciaux, les contextes des affaires et d'exploitation des ressources naturelles. Il y a des rapports qui sont aujourd'hui malheureusement frappés clairement au niveau de l'ONUCI. Il y a des rapports. Il y a même tout un groupe qui travaille qui liste d'ailleurs, qui établit, qui élabore la liste des intervenants, de vendeurs d'armes, tout ça. Mais tous ces rapports sont frappés du sceau de secret. Ce qui est intéressant, et c'est là, je pense que c'était un des sujets que vous vouliez qu'on évoque aujourd'hui, ils seront bien embêtés, à mon avis, avec l'évolution de la situation
au niveau de la Cour pénale internationale. Ils vont être très embêtés avec Gbagbo parce que depuis plusieurs années, l'ONUCI avait élaboré un rapport et pratiquement tous les généraux, anciens commandants de zone, anciens com-zone de Forces Nouvelles, sont impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles et dans l'enrichissement personnel. Que ce soit pour l'exploitation de pétrole, l'exploitation des ports, que ce soit pour l'exploitation des transports, que ce soit dans les commerces vivriers, que ce soit même pour le bois de nuit, des choses comme ça. Les commandants des zones s'étaient mués en hommes d'affaires redoutables et utilisaient leur position pour pouvoir faire fructifier leurs affaires. Et il y a une connexion importante entre ces groupuscules armés et tous les autres, les hommes d'affaires, les vendeurs, les marchands d'armes, et ceux qui intervenaient, par exemple, pour les cacao ou pour d'autres types d'exploitation. Ces rapports-là existent. Seulement, à la différence de la RDC, il n'y a pas eu un groupe d'experts nommé en tant que tel et exclusivement sur cette question-là. Je sais que à l'ONUCI, il y a un chargé des droits de l'homme, il y a aussi des gens qui s'occupent de cette question-là, mais pas de manière officielle. Ce n'est pas ça qui est au cœur de la mission qui était confiée à l'ONUCI à l'époque. Mais il y a une documentation. Ils connaissent les noms des entreprises qui ont bénéficié de la guerre, les noms des individus, des élites politiques et militaires qui ont trempé dans les affaires. C'est connu. On connaît aussi d'ailleurs le nom de ceux qui ont été impliqués dans des assassinats, dans des attaques ou des exécutions sommaires. Donc si on devait respecter vraiment la justice internationale, il faudrait un jour arriver à lever le secret sur ces rapports pour permettre justement à ce que la justice éclate. En ce moment-là, je pense que Gbagbo ne devait pas être le seul à la Cour pénale internationale, mais que iront certainement le rejoindre un nombre important on va dire ça comme ça, de manière diplomatique, un nombre important des dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire. J'ai eu accès à un rapport du ministère de la Défense français sur la Côte d'Ivoire. Et alors c'est une espèce de fiche pays, mais parce qu'il y a des fiches pays qui sont publiées par des États, mais il y a des aspects qui restent secrets professionnels et destinés uniquement aux fonctionnaires des ministères de la Défense et des personnes concernées. J'ai eu accès à un de ces rapports, et effectivement, dans ces rapports, les choses sont détaillées. On voit bien qui contrôle telle zone, quelles activités sont menées par tel commandant, quels sont les groupes qui interviennent, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ces rapports ne sont pas établis par un seul pays. Généralement, les États-Unis, l'ambassade des États-Unis va faire ces rapports et c'est documenté sur les entreprises autres qu'américaines qui interviennent au cas où. Et les Français vont le faire et sur toutes les autres entreprises. Et chacun va au moins avoir des rapports sur tous les intervenants extérieurs et intérieurs et toutes les connexions. Donc, ces rapports sont connus et existent. Le problème, la question ici, c'est que qui a intérêt aujourd'hui à ce que ces rapports-là soient publiés et diffusés? Peut-être Gbagbo, mais les autres, non. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Il n'y a aucune inquiétude sur les rapports, sur qui on sait exactement qui a fait quoi. Ça, on le sait.
On sait qui a bénéficié de la guerre, qui a fait les commerces. On connaît même ceux qui avaient cassé la banque CEDEAO en Côte d'Ivoire pendant la guerre. On le connaît, on connaît. Il y avait même des militaires français qui étaient impliqués, qui avaient été jugés en France. Il y avait une dizaine de militaires français qui étaient impliqués. Mais on le connaît, on sait quel commandant des zones était impliqué. On le sait. C'est connu, ces rapports. On le sait exactement. Le problème, c'est que, est-ce qu'on veut, on veut bien qu'un jour la justice soit faite? C'est à cette unique question qu'il faut répondre.